Alors, on va commencer. Donc, nous sommes le mardi 13 4 21. Donc on va faire des travaux dirigés d'optique 2 ou bien optique physique. Bien. Donc je me présente, je suis alors le cours il sera assuré par le professeur Zouhir Khourecha. Et moi-même, je vais assurer une partie des travaux dirigés. Alors, exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, on va définir ce que c'est qu'une onde plane et une onde sphérique. Alors, la première chose que je vais demander, la première question que je vais poser, quelle est la définition d'une onde? C'est quoi une onde? Dites-moi la définition d'une onde. Thierry, une onde. Oui. C'est quoi une onde? La propagation de perturbation des ondes sans Propagation, oui, c'est pas nécessaire. Puisque je parle d'onde, c'est pas nécessaire que je dise propagation. Vous avez dit d'une vibration, c'est ça? Ou bien d'une déformation? Perturbation, oui. Oui, c'est juste. Dans un milieu matériel, ça c'est une onde mécanique. Même dans le vide, il y a des ondes qui se propagent dans le vide. Donc une onde, c'est quoi? Comme vous avez dit, c'est une perturbation, ok? Ou bien une déformation, perturbation, déformation, ou bien vibration, ou bien un ébranlement. Un ébranlement qui se propage. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire une onde. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, d'une onde, c'est que c'est un phénomène physique où il y a propagation de l'énergie, mais sans propagation de matière. C'est-à-dire déplacement d'énergie, déplacement de signal, sans déplacement de matière. Sans déplacement
matière. D'accord? Donc ça, c'est une onde. Bien. Donc c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. OK? Et il existe plusieurs types d'ondes. Il y a les ondes mécaniques, il y a les ondes électromagnétiques, il y a les ondes lumineuses, c'est une partie des ondes électromagnétiques. OK? Il y a le phénomène vibratoire qui se produit dans une corde vibrante, ça aussi c'est une onde. Il y a le son. Lorsque je vous parle, il y a une onde qui va se propager de ma bouche, de ma gorge, jusqu'à votre tampon, jusqu'à votre tympan. Et c'est ça qui fait que vous êtes capable d'écouter ma voix, d'entendre ma voix. OK? Alors, donc l'onde, c'est un phénomène qui se propage dans l'espace donc il faut bien faire attention à ça. Lorsque je dis onde en général, c'est un phénomène qui se propage dans l'espace et qui est variable dans le temps. C'est-à-dire, c'est un phénomène, on dit, spatio-temporel. Qui se produit dans l'espace et dans le temps. Là, d'accord? Alors, donc dans l'équation de propagation des ondes, je vais retrouver quoi? Je vais retrouver les variables d'espace. Donc dans l'équation différentielle, ou bien dans l'équation aux dérivées partielles, dans l'équation aux dérivées partielles, décrivant l'onde, c'est ce qu'on appelle l'équation d'onde, ou bien l'équation de propagation des ondes, ou bien l'équation de D'Alembert. Donc, c'est équation d'onde. Des fois, on l'appelle équation de propagation des ondes, et on peut l'appeler aussi équation de D'Alembert. Alors, qu'est-ce que je vais retrouver dans cette équation? Je retrouve, donc dans l'équation aux dérivées partielles décrivant l'onde, on trouve les variables de l'espace. Et lorsque je dis les variables de l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire R vecteur. En coordonnées cartésiennes, il est équivalent à x, y, z. En coordonnées cylindriques, il est équivalent à ρ, θ, z. En coordonnées sphériques, il est équivalent à r, θ, ici. C'est ça les coordonnées de l'espace. Ça dépend de la symétrie du problème.
ou bien la géométrie du problème, ou bien la géométrie de l'espace dans lequel l'onde se propage. D'accord? Et je retrouve le temps T. Et le temps d'accord? Donc, j'ai dit c'est une équation aux dérivées partielles. Alors, ce que je vais avoir dans l'équation aux dérivées partielles, c'est-à-dire les variables, comme j'ai dit, ils dépendent de l'onde. Si je suppose que j'ai affaire à une onde à une dimension, donc si j'ai une onde alors qu'est-ce que je peux dire? Je vais supposer cette dimension, c'est la variable qui décrit cette dimension, c'est x. Donc je vais avoir d2 de psi de x et de t sur dx2, ok, moins 1 sur v au carré d2 de psi de x et de t sur dt au carré égale à 0. Donc, puisque l'onde est à une dimension, donc je vais avoir la grandeur physique qui décrit la déformation. Ça va être psi qui dépend de x et de t. Et cette grandeur physique, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Si vous avez une onde lumineuse ou bien une onde électromagnétique, psi c'est quoi? C'est la grandeur physique qui se propage si j'ai une onde électromagnétique. C'est quoi? C'est le champ électrique E et le champ magnétique H. D'accord? Si j'ai une onde sonore, psi c'est quoi? Lorsque je parle et vous écoutez ma voix, la grandeur psi c'est quoi? Fréquence. Non, la pression de l'air. C'est la pression de l'air. Lorsque je parle, les cordes vocales dans ma gorge, elles modifient la pression de l'air. D'accord? Et votre oreille, votre tympan, il est sensible aux variations de pression. Donc, bien entendu, il mesure les variations de pression et c'est le cerveau qui transforme ça en son. On signale audio. D'accord? Si j'ai par exemple une vibration qui se propage le long d'une corde, psi c'est quoi? Psi, dans le cas de la corde, ça c'est quoi? C'est l'élongation, l'oussé, etc. Donc pourquoi je dis ceci? C'est-à-dire il ne faut pas croire que l'entité psi de x et de t, c'est une entité qui a une nature figée. Non. Donc je vais le mettre ici. Donc dans le cas du sang, vous avez psi de x et de t, elle est équivalente à une pression. Le sang, c'est une onde longitudinale. Dans le cas de la lumière, alors psi de x et de t, c'est le champ électrique E
et le champ magnétique H. Dans le cas de la corde psi de x et de t, c'est l'élongation, etc. Psi n'a pas de nature figée. Ok? Bien. Donc ça, c'est l'équation de D'Alembert à une dimension. L'équation de D'Alembert d'une onde qui se propage dans la direction de x avec une vitesse v. Bien. Alors maintenant, on va chercher les solutions de l'équation de D'Alembert. Alors regardez ici. L'équation de D'Alembert, je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc c'est d2 sur dx au carré moins 1 sur v au carré d2 sur dt au carré qui va agir sur une grandeur psi de x et de t et ça va me donner 0. D'accord? Donc je peux écrire ça sous forme, regardez, sous la forme suivante, à partir du moment où j'ai ici une identité remarquable, donc c'est d sur dx moins 1 sur vd sur dt multiplié par d sur dx plus 1 sur v d sur dt de psi de x et de t égale à 0. D'accord? Alors regardez, à partir de ce moment, psi, elle va subir un premier opérateur où il y a des dérivées premières, et puis un deuxième opérateur où il y a des dérivées premières. Donc psi de x et de t est obligatoirement deux fois dérivable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle doit pouvoir subir une première dérivée puis une deuxième dérivée sans donner 0. Sinon, ça n'a pas de sens. Okay? Elle est obligatoirement deux fois dérivable. Donc, étant donné que ces deux opérateurs, ils sont commutatifs, c'est-à-dire je peux faire agir ce premier opérateur puis ce deuxième, puis ou bien faire agir celui-là puis celui-là. Donc je vais commencer par ça, c'est égal à 0, ça veut dire d sur dx plus 1 sur vd sur dt de psi de x et de t égale à 0. Avec une fonction psi de x et de t deux fois dérivable, ce qui veut dire que psi de x et de t, obligatoirement, il doit s'écrire sous la forme f de x moins vt. Ok? Et ça, avec f deux fois dérivable. Donc, dans ce cas, psi de x et de t est une onde
progressive. C'est-à-dire, c'est une onde qui se dirige vers les X positifs. D'accord? Ou bien, d sur dx moins 1 sur vt sur dt de psi de x et de t égale 0, ce qui veut dire que psi de x et de t, elle est égale à quoi? F de x plus vt. F de x plus vt. Ce qui veut dire psi de x et de t est une onde régressive. Autrement dit, c'est une onde qui se dirige vers les x négatifs. Donc ici, vous avez une onde progressive, mutaqaddima. Ici, vous avez une onde régressive, mutarajia. Ok? Donc, je peux, dans le cas général, pour l'onde progressive, choisir une fonction psi de x et de t qui est égale à f de x moins vt. Et pour l'onde régressive, psi de x et de t égale à g de x plus vt. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire que j'écrive f dans les deux cas. Je peux écrire f1, f2 ou bien fg. Quelle est la condition que je dois avoir sur f? Uniquement 2 fois dérivable. Toute fonction 2 fois dérivable, elle obéit à l'équation de D'Alembert. D'accord? Oui. F de x moins vt. Et là, f de x plus vt. Non, moins. Allez, moins. Si vous mettez plus ici, ça ne va pas annuler. D'accord? Pourquoi? Parce que donc, ici, vous avez le plus. Donc, forcément, ici, vous devez avoir moins. Comme ça, lorsque vous allez la dériver par rapport au temps, vous allez avoir moins v. Moins vf' de x moins vt. Sur v, ça va vous donner moins. Donc, je vais avoir f' de x moins vt moins f' de x moins vt. Ok? Bien. Maintenant, pour assurer la reproductibilité du signal ou bien de la solution dans le temps et dans l'espace. Pour assurer la reproductibilité d'une fonction doublement périodique. La solution reproductible ou bien récurrente doublement périodique c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps.
et la solution harmonique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette solution harmonique? Ça veut dire if psi de x et de t, elle est égale sinus de quoi? Alors, sinus de k fois x plus moins vt. Pourquoi je ne peux pas écrire sinus de x plus vt? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit en physique d'écrire sinus de x plus vt. Hein? J'ai pas bien entendu. L'équation périodique. Oui, mais si je l'écris sous la forme sinus x plus vt, regardez, la solution c'est quoi? La solution c'est psi de x et de t qui est égal à f de x plus vt. C'est psi de x et de t égal à une fonction f x moins vt. J'écris sinus de x moins vt. Sinus de x plus vt. Pourquoi je n'ai pas le droit d'écrire ça? Là. Non. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est imposé par la physique des choses. Quel doit être l'argument d'une fonction sinus en physique? En physique, lorsque j'écris exponentielle quelque chose, logarithme de quelque chose, sinus de quelque chose, cosinus de quelque chose, ou bien tangente de quelque chose, ce quelque chose, qu'est-ce qu'il doit avoir de particulier? Hein? شنو هي الخاصية ديال هذاك الشيء اللي كاين entre parenthèses? De point de vue dimension, il doit être sans dimension. C'est pour ça, la dimension de ça c'est les mètres, la dimension de ça c'est les mètres. Je dois multiplier par quelque chose dont la dimension est mètre moins 1. Sinon, ça n'a aucun sens en physique. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est égal à sinus de kx plus ou moins très bien, kVt. Et kVt, c'est quoi? C'est oméga t. D'accord? Donc, kV, c'est oméga. Car la relation de dispersion, qu'est-ce qu'il me dit? Oméga égale V sur K. Ça, c'est l'onde progressive, et le plus correspond à l'onde régressive. Et rappelez-vous, en physique, ça n'existe pas le sinus du kilogramme, ou bien du Kelvin, ou bien l'exponentielle d'une force. À chaque fois où vous avez en physique quelque chose qui agit, une fonction qui agit sur un argument, soyez sûr et certain que l'argument est sans dimension. Sans dimension. S'il est avec une dimension, c'est que je me suis trompé. Il faut que je corrige. D'accord? Donc ça c'est l'onde qui se reproduit dans le temps
et qui est doublement périodique. Et quelle est la période temporelle? T, c'est la période, bien entendu, temporelle. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2pi sur oméga. Et la dimension de T, c'est quoi? T. Seconde moins T. Seconde. Oméga, c'est la pulsation. La dimension de oméga, c'est radian seconde moins 1. C'est ce qu'on appelle en arabe l'ordre. Sur oméga est égal à 4 fois V, c'est pas la fonction. Oméga, oui, oui, mademoiselle, c'est possible, oui. Oméga sur V, merci beaucoup. Oméga sur V égale à 4, oui. Oui. Oméga égale à 4 fois V. Merci beaucoup, mademoiselle. Bien. Alors, T, oméga. La fréquence F, c'est quoi? C'est 1 sur T. Et l'unité de la fréquence, c'est seconde moins 1 ou bien Hertz. Ça, ce sont les grandeurs temporelles. Et bien entendu, il y a des grandeurs spatiales. Lambda, c'est la période spatiale. Ou bien ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ok? L'unité de lambda, c'est mètre. Et il y a là, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Et l'unité de K, c'est quoi? Très bien. Et il y a la vitesse avec laquelle se propage l'onde, V, qui est égale à quoi? C'est la vitesse de propagation. C'est la longueur d'onde, c'est Non? la longueur d'onde, c'est la période. La longueur d'onde. Exact. Lambda égale à la vitesse fois T. Exact, fois la période. Donc, l'unité de V, mètre seconde moins. Ok? Bien. Alors, pourquoi j'insiste sur ces grandeurs? Parce que lorsqu'une onde change de milieu, ou bien lorsqu'une onde passe d'un milieu 1 vers un milieu 2, toutes les grandeurs temporelles sont immuables. Ça veut dire qu'elles restent inchangées. Par contre, toutes les grandeurs spatiales, elles changent. D'accord? Rappelez-vous vos souvenirs d'optique géométrique. Lorsqu'une onde passe d'un milieu, par exemple l'air, vers un deuxième milieu, le vert, la vitesse de l'onde change, le vecteur d'onde change, la longueur d'onde change. Par contre, la période, la pulsation, la fréquence, elles restent les mêmes. D'accord? Donc, lorsqu'il y a interaction entre une onde et la matière, ou bien lorsque le milieu change, c'est les grandeurs spatiales qui vont changer. Bien.
Donc maintenant, donnez l'équation de propagation à 3 dimensions. Nous avons vu une onde à une dimension. Alors, troisièmement, à 3 dimensions. Donc ici, vous avez la question 2 et commence où? Elle commence ici la question 2. Exact. Exactement le 2. Alors à 3 dimensions, regardez, à une dimension, j'ai écrit D2 sur dx2 de x de t. Moins 1 sur v carré, d2 de psi de x et de t sur dt carré égale à 0. À 3 dimensions, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire delta de psi, d'accord? La grandeur psi, qui va dépendre de quoi? Puisque je suis à 3 dimensions. Donc je vais avoir 3 variables spatiales ici. Donc je le représente par R. T moins 1 sur V carré D2 de psi de R et de P sur DT2 égale à 0. Ok? C'est cartésien. Très bonne question. Général. Alors, le vecteur R, en coordonnées cartésiennes, c'est x, y, z. En coordonnées cylindriques, c'est ρ, θ, z. En coordonnées sphériques, c'est r, θ, phi. Ça dépend de l'onde, ça dépend de la symétrie de l'onde, ça dépend de la géométrie de l'onde. Et ça dépend de la géométrie du milieu de propagation aussi. Bien. Alors, ça veut dire quoi? En coordonnées cartésiennes, par exemple, en coordonnées cartésiennes. Cartésienne, qu'est-ce que je peux écrire? D2 sur dx carré plus D2 sur dy carré plus D2 sur dz carré, n'est-ce pas? De quoi? De psi de x, y, z, t moins 1 sur v au carré d2 sur dt au carré de psi de x, y, z, t égale à 0. Ça, en coordonnées cartésiennes. D'accord? Une onde à 3 dimensions en coordonnées cartésiennes.
J'ai oublié de dire que delta, dans ce cas, c'est quoi? Je vais l'écrire en majuscule, c'est le Laplacien. Et c'est l'opérateur divergence qui agit sur l'opérateur gradient. D'accord? En coordonnées, en coordonnées sphériques, alors en coordonnées sphériques, qui est-ce qui peut me donner le delta en coordonnées sphériques? C'est D2 sur DR2 plus 2 sur R, si mes souvenirs sont bons, D sur DR. N'est-ce pas? Plus 1 sur R carré, D2 sur dθ2, plus 1 sur tangente θ, D sur dθ, plus 1 sur sinus carré θ, D2 sur dφ2, d'accord? Alors, le tout, je vais mettre ici une parenthèse. Et là, je vais mettre une accolade qui va agir sur psi de R et de T moins 1 sur V au carré D2 de psi de R et de T sur dt au carré égale à 0. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Ça, toute cette quantité, c'est ce qu'on appelle en littérature, c'est le L carré, qui dépend de θ et de phi. C'est le carré du moment orbital. Vous savez ce que c'est que le moment orbital? Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Lorsqu'un point, on va dire un solide, mieux. Lorsqu'un solide est libre dans son déplacement dans l'espace,